Les effets de notre dépendance à l'automobile sont multiples et complexes. Pollution atmosphérique et sonore, réchauffement climatique ou sédentarité, les concepts peuvent sembler théoriques. Pourtant, leurs conséquences sur les humains sont bien réelles. On ne parle pas juste dans le futur. À Paris, il y a eu une grosse vague de chaleur en 2003, mais ici même, au Québec, en Estrie, en 2010, une vague, pas de la même ampleur, mais quand même qui a duré 5-6 jours et avec des bons 32-33. Et lors de cette vague-là, au Québec, on a répertorié un excès d'environ 300 décès au cours de cette semaine-là qui ont été attribuables à la canicule. Autre exemple, on a constaté un lien entre des naissances prématurées et la pollution atmosphérique liée à l'automobile. J'ai mené cette étude-là avec des collaborateurs de l'Institut national de santé publique. Ça, c'était en 2008. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné 100 000 naissances chez des mères à Montréal au cours de 5 années consécutives. Et ce qu'on a constaté, c'est que les mères qui habitaient à moins de 200 mètres de l'autoroute, donc exposées à des plus hauts niveaux de polluants, avaient 14 % plus de chances d'accoucher d'un bébé prématuré. Un sondage mené l'an dernier en Estrie a montré que la pollution sonore est un phénomène qui dérange plus qu'on pourrait le penser. Près de 15 % de la population disait être souvent ou toujours incommodée par ce bruit-là. Et la source numéro 1 de bruit qui a été identifiée, c'était clairement la circulation routière. On s'est rendu compte que les gens se plaignaient assez fréquemment, là, environ un adulte sur 5 de troubles de sommeil qu'ils attribuaient au bruit à l'extérieur de leur domicile. Donc c'est quand même pas mineur. On s'intéresse aux troubles du sommeil parce que la littérature montre bien que la carence en sommeil peut prédisposer à l'hypertension. Mélissa Généreux croit que chacun peut contribuer à améliorer les choses en changeant ses habitudes. Idéalement, on essaierait dans nos déplacements de tous les jours, là, notamment pour aller au travail ou à l'école, essayer de privilégier des modes alternatifs de transport comme les modes actifs avec nos jambes, vélo, marche ou le transport en commun. Ou c'est le covoiturage, donc essayer d'embarquer 2-3 collègues pour se rendre au travail. Depuis plusieurs années, l'Université de Sherbrooke a fait du transport durable une priorité, avec notamment le libre accès au transport en commun pour ses étudiants. Au plan régional, le Centre de mobilité durable de Sherbrooke propose aussi une série d'actions concrètes. C'est sûr que toute la notion de l'aménagement urbain, on doit repenser la façon de développer les nouveaux quartiers de sorte qu'ils soient plus facilement accessibles, en fait que les commerces et les ressources soient plus facilement accessibles à une distance de marche ou en transport en commun de ces nouveaux quartiers-là. Et puis, bien, il y a toute la notion de la voirie, là, à essayer de développer davantage de pistes cyclables, de mettre plus de trottoirs, rendre ça plus convivial, si on veut, au niveau des déplacements à l'intérieur de la ville. Comme médecin en santé publique, Mélissa Généreux reconnaît que la solution à la dépendance automobile devra nécessairement être collective. Dr Reeves, qui est un cardiologue, dit quelque chose du genre, en tant que médecin, on peut recommander aux gens qui fument, par exemple, de moins fumer pour protéger leur santé, mais on ne peut pas recommander à la population de cesser de respirer pour se protéger de la pollution atmosphérique. Donc c'est vraiment d'une action collective dont on a besoin. Il n'y a pas d'autre solution. Chacun a un rôle à jouer là-dedans.